Bonsoir tout le monde. Cette séance, on va étudier la question de la liberté et du déterminisme chez Aristote. Et Aristote va nous donner l'occasion d'examiner aussi quels sont les rapports précis entre la liberté et la volonté, puisque les deux notions sont souvent mises ensemble, le plus souvent pour les identifier, mais parfois aussi pour les opposer. Et par ailleurs, on va peut-être aussi tordre le cou à une idée qui circule un petit peu trop, selon laquelle la notion de volonté n'existe pas encore dans l'Antiquité. On lit parfois que la volonté, en tout cas liée à la liberté, n'apparaît qu'avec le christianisme, et d'autres disent avec le stoïcisme. En fait, pas du tout, on va voir que c'est très présent chez Aristote. Et donc, on peut commencer par les significations que nous donnons à la liberté dans le langage à la volonté dans le langage courant, et puis on va voir si on les retrouve chez Aristote. Et je crois qu'on peut en gros classer dans trois notions principales ce qu'on appelle couramment liberté. Alors la première, ça serait plus ou moins l'équivalent d'un désir. La volonté, ça serait plus ou moins la même chose qu'un désir, parce qu'on peut dire « je veux » de la même façon que « je désire ». Je veux manger, je désire manger, c'est à peu près pareil. Ou alors, ça peut signifier, mais toujours dans le même groupe, un désir un peu particulier et notamment un désir plus fortement affirmé. Parfois, je veux est plus fort que je désire. Je désire serait un petit peu plus modéré, je veux, ça serait vraiment affirmatif. Donc, on peut dire, ou bien un désir fort, soit un désir au sens général, ou bien un désir vraiment fort. Ok, ça c'est un sens habituel. Un autre sens assez habituel de la volonté, mais bien différent, c'est ce qui justement est capable de résister au désir. On dit « aie un peu de volonté » quand on veut que quelqu'un résiste au désir. Donc c'est le contraire, comme vous voyez déjà. Donc c'est ce qui nous permet de résister au désir. Et on peut dire que c'est en rapport avec l'effort. Fais un effort et un peu de volonté, faire preuve de volonté. Ok, et puis il y a une troisième signification qu'on trouve dans la notion d'acte volontaire ou involontaire. On dit qu'un acte est volontaire quand il a été fait intentionnellement ou exprès, comme on dit, et au contraire, on va dire « je ne l'ai pas fait exprès, si je ne l'ai pas voulu ». Donc c'est bien lié effectivement à la volonté, donc c'est plus exactement volontaire au sens de plein gré. Je l'ai fait de mon plein gré, ou au contraire, je l'ai fait contre mon gré. Eh bien justement, ces trois significations, on va les trouver chez Aristote. Et d'ailleurs, faut-il ajouter, dans le grec courant aussi. Donc le verbe boulomai, qui veut dire je veux, ou le substantif boulessis, la volonté, en fait dans le grec courant, peuvent avoir ces trois significations, et chez Aristote aussi, mais simplement Aristote va aussi leur donner chaque fois un sens plus technique et plus précis, et c'est celui-là qui va nous mener à sa conception de la liberté. Donc, qu'est-ce qu'on trouve comme équivalent de notre sens courant en grec, chez Aristote plus précisément? En fait, quand il n'étudie pas spécifiquement ce sujet-là, le sujet de l'action volontaire, Aristote peut utiliser le verbe « je veux » dans le sens tout à fait général et équivalent à « je désire ». Et c'est vrai aussi dans le grec courant, c'est un verbe à large champ, donc qui peut s'utiliser de manière tout à fait semblable à, par exemple, aussi le verbe « oreigomai » qui veut dire tendre vers quelque chose, désirer, ou d'autres verbes, il y a quelques synonymes. Donc, on a tout à fait la même chose chez Aristote, un désir en général, mais on a aussi dans sa théorie du désir, un désir un peu particulier qui est que, donc si vous vous souvenez des leçons sur Aristote, en fait, il reconnaissait trois types de désirs qui étaient moteurs de l'action, le désir étant le seul moteur de l'action chez Aristote, on n'agit que parce qu'on désire agir, sinon on n'agirait pas. Et donc on peut désirer trois types de choses, et ça correspond un peu à la trilogie de Platon qu'on avait vue la semaine dernière. On peut désirer quelque chose qui correspond à un besoin physiologique, biologique. Donc c'est ce qu'il appelle épithumia, c'est le désir le plus animal en nous, enfin le plus courant. Et puis on peut désirer quelque chose qui correspond à ce qu'on avait vu chez Platon du côté de ce qui est socialement déterminé. Donc on peut désirer la gloire, désirer les honneurs, donc c'est un autre type de désir. Et puis on peut avoir un désir dont les objets sont donnés par la raison.
On peut désirer quelque chose rationnellement. Si je dis, par exemple, face à un danger, je veux être courageux. Hein, face à un danger, je veux être courageux. Alors Aristote dit, j'utiliserai plus particulièrement le thème de la volonté pour dire ce type de désir-là, parce que c'est vraiment ma raison qui me dit tu dois être courageux. Si on dit je veux devenir écrivain, et c'est ma raison qui me dit ça, c'est ni la biologie, ni disons le côté impétueux du thumos qui peut me donner cette envie de devenir écrivain. Donc ce sera chaque fois, ce sont tous des exemples d'un désir dont l'objet est donné par la raison. Bon, ça c'est un sens technique propre à Aristote. Mais enfin, vous voyez qu'il s'inscrit quand même bien dans ce groupe-là. Alors, ce qui correspond au deuxième groupe, on le trouve chez Aristote, mais sous un autre terme. C'est plus le même mot. Il y a un mot spécial chez les Grecs, pas seulement chez Aristote, chez les Grecs en général, pour dire cette manière de résister au désir, donc d'être ferme, d'avoir de la force de caractère, Ça s'appelle l'enkrateia. Et vous reconnaissez peut-être dans krateia, kratos, la force, qu'on trouve dans plein de composés. Hein. Et l'enkrateia, donc avoir de la force, de l'emprise sur soi-même ou de la maîtrise de soi, s'oppose à l'akrasia, qui est un thème que Aristote traite beaucoup et qu'à partir de lui, les philosophies morales ont beaucoup traité. C'est essayer de comprendre comment ça se fait qu'on peut avoir envie de bien faire et en même temps ne pas arriver à s'imposer à soi-même une certaine discipline et donc se laisser aller à des facilités, alors qu'on ne le veut pas. Hein. Donc là, ici, l'akrasia, c'est vraiment cette opposition intérieure qu'on a parfois entre un désir et un autre désir. Et c'est l'incapacité de se maîtriser, donc de maîtriser certains de ses désirs. Bon, donc vous voyez que ça correspond tout à fait à notre sens courant aussi. Et puis, il y a toute une thématique étudiée par Aristote de l'acte volontaire ou involontaire. Et là, de nouveau, ce n'est pas le même mot de volonté qui apparaît. C'est de nouveau un autre terme. Donc, en somme, le grec est beaucoup plus précis et moins ambigu que le français ou pas mal de langues modernes. Donc, comment on dit un acte volontaire ou comment est-ce qu'on dit plus exactement l'expression de plein gré? C'est le grec hékon. Et ça s'oppose à akon. Voilà, je vous le dis pour bien vous faire remarquer qu'on a une terminologie différente, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Et la théorie d'Aristote de l'acte volontaire est assez développée. En fait, il considère que tout acte est volontaire pourvu qu'il ne soit pas fait par contrainte ou par ignorance. Alors, par contrainte, c'est évident que si on a été contraint par une force extérieure de faire quelque chose, on ne l'a pas fait volontairement. Je veux dire, je suis par exemple bousculée par quelqu'un et du coup je bouscule quelqu'un d'autre, je vais lui dire « Oh pardon, je ne l'ai pas fait exprès, c'était vraiment involontaire, là il n'y a pas de doute là-dessus, je n'en suis pas responsable, on m'a moi-même poussé. » Bon. Mais Aristote dit que la contrainte psychologique, en revanche, n'est pas du même genre. Parce que, supposons que je sois fait prisonnier d'un tyran, c'est son exemple, les autres exemples, c'était moi qui les inventais, mais celui-là, c'est son exemple, que je sois fait prisonnier par un tyran qui m'oblige à un acte ignoble au risque, en menaçant mes parents ou mes enfants. À ce moment-là, évidemment, on aurait tendance à dire, je ne suis pas responsable d'accepter cet acte ignoble, étant donné la contrainte psychologique qu'il exerce sur moi. Aristote dit, non, en fait, je suis responsable parce que je vais quand même choisir. C'est moi qui vais choisir si je sauve mes parents ou mes enfants ou si je ne les sauve pas pour pouvoir résister à commettre cet acte ignoble. Donc c'est quand même moi qui suis responsable de mon acte. Mais dit-il, dans une circonstance pareille, on suscite l'indulgence et la pitié. Et donc on ne va quand même pas nous condamner même si on est responsable. Donc on est responsable techniquement, en somme. Mais ce n'est pas pour autant qu'on est condamnable. Là, il y a une différence entre les deux, donc il reconnaît que là, évidemment, on est tout excusable. Alors, il précise aussi que on ne peut pas invoquer un désir ou une tentation
comme une contrainte. On ne peut absolument pas dire « je ne suis pas responsable, j'ai juste été tenté, hein, et j'ai succombé à une tentation ». Parce que si on succombe à une tentation, ben c'est soi-même qui a succombé, ce n'est pas une contrainte, ça doit être quelque chose de l'extérieur. Et précise-t-il, une chose à laquelle ne contribue en rien l'agent. Donc si je n'y contribue en rien, comme dans le cas où on m'a bousculé, alors vraiment c'est un acte involontaire. Mais pour peu que j'y contribue, alors c'est un acte volontaire. Et ça va assez loin dans le cas de l'ignorance, par exemple. Donc il disait que un acte effectivement est involontaire si on ignore certaines circonstances de cet acte. Et il donne l'exemple d'Édipe. Édipe qui tue son père, mais il ne savait pas que c'était son père. Et donc, évidemment, il a tué un homme, mais c'est beaucoup, beaucoup plus grave de tuer son père que n'importe qui. Donc, en fait, il n'est pas responsable de ce parricide, puisqu'il ne savait pas que c'était son père. Mais, Aristote dit, il se peut qu'on soit responsable de cette ignorance, dans son cas, il ne l'était pas, mais il se peut qu'on soit responsable d'une ignorance parce qu'on aurait dû savoir. Et d'ailleurs, il en profite pour dire que nul n'est censé ignorer ce qui est bien et mal, en tout cas dans sa société donnée. Ce qui est considéré comme bien et ce qui est considéré comme mal, chacun sait ce que c'est dans sa société. Donc, on ne peut pas invoquer l'ignorance non plus pour commettre quelque chose de mal. Donc, je disais que le champ, par conséquent, de l'acte volontaire est extrêmement large. Il y a très très peu de choses qui sont involontaires. Et donc, on peut vraiment se demander, et le déterministe va venir mettre à l'épreuve la théorie d'Aristote, hein, en avançant beaucoup d'objections contre ce large spectre d'action volontaire. Le déterministe, en effet, il accepte ces distinctions. Le déterminisme peut accepter parfaitement le fait que tantôt on soit contraint de l'extérieur, tantôt non, hein, que tantôt on soit dans l'ignorance, tantôt non. Tout ça, il accepte. Mais il dit, quoi qu'il en soit, de toute façon, on n'est jamais responsable. Pourquoi? Parce que si vous prenez le cas B, quelqu'un qui n'a pas de force de caractère, qui est un faible, c'est pas de sa faute, il a été fait comme ça. Hein, il a été formé comme ça, ou bien par la nature, ou bien par son environnement, mais ce n'est pas de sa faute, donc il n'est pas responsable. Et si on prend le cas C, en fait, les actes qu'on commet par sa propre contribution dépendent aussi de ce que nous sommes, dépendent du caractère qu'on a, donc dépendent de la manière dont on s'est constitué. Or, tout ça, à nouveau, revient à des causes ultérieures, hein, d'après le déterministe, qui dit ça revient de nouveau, ou bien à notre naturel, ou bien à notre éducation. Comment est-ce qu'Aristote va répondre à tout ça, puisque lui, il tient au contraire qu'il y a vraiment des actes volontaires, et on va voir qu'à l'intérieur de ces actes volontaires, on va trouver un champ beaucoup plus restreint, qui sera vraiment le champ de l'acte rationnel, et par conséquent libre. Donc, comment est-ce qu'Aristote y répond? Donc il va montrer qu'on est responsable de ses actes parce qu'on est responsable de son caractère, et il va montrer pourquoi on est responsable de son caractère. Attention, dans une certaine mesure. Il ne dit pas dans une mesure absolue, hein, il dit dans une certaine mesure. Donc d'abord, il reprend la distinction de Platon, selon laquelle il y a un logos chez l'être humain qui est capable de produire des raisonnements. Alors vous allez voir que Aristote ne va pas reprendre jusqu'au bout la théorie platonicienne selon laquelle, ce qui est important, c'est le contrôle que le logos exerce sur les autres parties. Ce n'est pas ça qu'il reprend. Il reprend simplement le fait que c'est une faculté de raisonner. Et ce raisonnement, il le développe à sa manière en disant que donc, par rapport à l'action pratique, c'est une délibération. La délibération, donc la préparation d'un acte, le moment où on se demande comment on va agir, si c'est dans un sens ou dans l'autre, elle peut se faire sous forme d'un raisonnement logique à partir de certaines propositions, et en particulier de propositions tout à fait générales, qui sont très souvent des injonctions morales ou sociales. Donc par exemple, on va partir de l'idée il faut
je vais reprendre l'idée d'être courageux, hein, il faut être courageux et donc quand on est devant un danger, il faut l'affronter. Donc le raisonnement délibératif, il va être, étant donné que je suis dans un danger, comment est-ce que je vais au mieux l'affronter ? Parce que bon, le courage ne nous a jamais dit qu'il fallait être suicidaire, donc il y a tout un équilibre à trouver, et donc on va faire tout un raisonnement pour savoir comment atteindre ce qu'on a posé comme une obligation. Et justement, alors l'important c'est de se demander, mais qu'est-ce qui nous donne ces propositions générales? Et ces propositions générales, elles nous sont apportées socialement, hein, c'est vraiment la société qui donne ses contenus à ces propositions, et c'est pour ça que ça peut différer d'une société à l'autre, hein, il y a un relativisme de toutes ces injonctions. Et comment ça passe en nous? C'est par l'éducation. Donc on va avoir vraiment un thème tout à fait central, étudié en détail, qui est comment se fait l'éducation, et qu'est-ce qui reste de liberté à l'individu par rapport à son éducation. Donc l'éducation, elle nous est donnée en premier lieu, évidemment, par les personnes les plus proches qui sont chargées de nous élever en tout premier lieu, les parents, la famille, l'environnement proche. Ensuite, les éducateurs, les instituteurs. Et puis, en fait, il faut inclure la société tout entière avec ses modèles, ses encouragements, ce qu'elle félicite et ce qu'elle ne félicite pas, en sachant que tout ça influe aussi sur les parents et les éducateurs, parce que les parents, hein, ce qu'ils transmettent à leurs enfants, c'est ce que la société leur transmet à eux aussi. Hein, donc tout ça, finalement, concerne la société tout entière. Et la manière principale dont se transmettent les valeurs par l'éducation, c'est par les habitudes. Aristote donne énormément d'importance aux habitudes, à l'acquisition des habitudes, et il dit qu'il y a toute une série de méthodes qu'on peut utiliser pour donner des habitudes aux enfants, et ces méthodes, ça dépendra de leur réaction. Donc les meilleures méthodes, c'est de procéder par récompense, éloge, encouragement, et au contraire, pour les actions qui sont mauvaises, par dissuasion, par blâme, reproche. Et puis aussi, dès que possible, ajoute Aristote, faire appel à leur logos, justement, en leur expliquant pourquoi. Hein, donc c'est très important aussi de pouvoir, à partir d'un certain âge, dire pourquoi c'est mieux de faire d'une manière et pas d'une autre. Et tout ça vise à éduquer les désirs des enfants. Parce que les désirs, comme je l'ai dit, ce sont les moteurs de toutes les actions, donc ils n'ont rien de mauvais en eux-mêmes, mais il y en a quand même certains qui sont plus mauvais que d'autres. Et donc il faut essayer de stimuler les bons désirs et de supprimer les mauvais désirs. Et vraiment, il pense que par habitude, à force de s'habituer depuis qu'on est très jeune, on peut vraiment agir sur ces tendances spontanées, sur ces tendances premières, de telle manière qu'on ne les éprouve même plus. Et donc, ce n'est pas un combat constant pendant toute sa vie contre certaines tendances, c'est simplement que quand on les a combattues étant petit, elles disparaissent. Hein, on n'est même plus gourmand, par exemple. Hein, si on vous a suffisamment convaincu de ne pas l'être, et si on vous a suffisamment habitué à vous contenter de ce qui est sain, vous n'allez même plus désirer ce qui est mauvais pour vous et qui est simplement de la gourmandise. Donc il y a une grande confiance de sa part en ces possibilités-là. Et la raison, donc l'appel au logos, on a vu qu'il intervenait une première fois par l'appel que les éducateurs font au logos de l'enfant le plus tôt possible, donc pour lui dire pourquoi. Et il intervient une deuxième fois le logos, cette fois-ci à un âge plus avancé, quand on peut, à partir de sa raison, examiner les habitudes qu'on a reçues et décider si on veut les garder ou non. Et c'est ce que dit le premier texte qu'on va lire ensemble. C'est un texte que j'ai déjà présenté en parlant d'Aristote, mais c'est peut-être pas inutile d'y revenir. Et puis surtout, il contient cette information tout à fait essentielle. C'est un texte qui est issu de la politique. Pourquoi? Parce que c'est dans ce livre de la politique qu'Aristote développe le plus tous ses conseils d'éducation. Curieusement, c'est dans la politique. Enfin, je dis curieusement. En même temps, une fois qu'on est habitué à Aristote, on n'est pas étonné, puisque pour lui,
toutes les lois qui sont instituées par un législateur, quel qu'il soit, sont des lois qui sont censées rendre les citoyens bons, des bons citoyens, parce qu'on en a besoin pour avoir des citoyens qui participent aux décisions communes. Il faut qu'ils soient bons. Et donc, pour qu'ils soient des bonnes personnes, il faut que les lois aillent dans le sens d'une bonne éducation. Et donc, tout ça est complètement lié. Le privé et le public sont tout à fait liés en ce qui concerne l'éducation. Il dit « on devient bon et vertueux à 3 conditions, qui sont la nature, l'habitude et la raison. En effet, il faut d'abord être quelque chose par nature, par exemple un homme et dont l'un des autres animaux, et ainsi avoir une certaine sorte de corps et d'âme. Donc, pour acquérir ce qu'on appelle des qualités morales, en tout cas, il faut avoir une âme humaine. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas donner des habitudes à des animaux, c'est ce qu'il va dire juste après. On peut leur donner certaines habitudes. Mais on ne dira pas qu'ils sont moraux. On ne dira pas qu'ils font un choix moral en fonction de valeurs. Certaines qualités naturelles ne sont d'aucune utilité car les habitudes les font changer. Certaines, en effet, pouvant par nature aller dans un sens comme dans l'autre, sont orientées par les habitudes vers le pire ou vers le meilleur. Donc l'habitude est plus forte que la nature déjà, comme vous voyez. Ou parfois la nature donne simplement des potentiels qui peuvent aller absolument dans les deux sens, et c'est seulement l'habitude qui va les orienter. Les autres animaux vivent surtout suivant la nature, et certains, dans une faible mesure, aussi suivant les habitudes, ce qui implique qu'il y a une certaine transmission. Donc il reconnaît que chez certains animaux, il y a une certaine transmission des parents vers les enfants. Mais l'homme vit aussi suivant la raison, car seul il possède la raison, si bien qu'il faut que ces 3 conditions s'accordent entre elles. On agit souvent, en effet, contre les habitudes et contre la nature, grâce à la raison, si l'on est persuadé qu'il vaut mieux faire autrement. Alors ça, c'est très important parce qu'ici, on voit déjà une marge de liberté, une marge de liberté qui répond à l'argument déterministe en disant « nous ne sommes pas entièrement façonnés par notre nature et par nos habitudes, donc par notre éducation. Il nous reste quelque chose qu'on avait déjà appelé une brèche, il nous reste une marge ou une brèche dans laquelle on peut décider par nous-mêmes que nous voulons ou pas poursuivre dans ce qu'on nous a inculqué. Mais maintenant, évidemment, il faut justifier ça. Il faut justifier les conditions qui nous permettent d'avoir ça et qui sont exceptionnelles chez les humains. En particulier, le déterministe va dire « mais on n'est pas responsable d'avoir un logos plus ou moins bien développé, donc on n'est pas responsable de ce qu'il orientera dans le bon sens ou pas. » Alors, pour trouver la justification d'Aristote, il faut qu'on se réfère à sa conception de la causalité. Parce que c'est justement dans la distinction des types de causalité que va se trouver la justification, l'explication de pourquoi nous avons une causalité différente. Pourquoi le logos est une causalité différente. Et on enchaîne tout de suite avec le deuxième texte. Ce deuxième texte se trouve dans l'Éthique à Eudème. Donc, vous savez qu'il y a 2 grands traités d'éthique écrits par Aristote, l'Éthique à Nicomaque et l'Éthique à Eudème. Ils ont beaucoup en commun. Certains livres même sont mot à mot les mêmes, d'autres sont des variantes. Mais bon, ici j'ai pris l'Éthique à Eudème qui est plus technique sur ce point, plus précis. Parmi les principes, alors je vous rappelle ce que c'est qu'un principe pour Aristote par rapport à une cause. Un principe, c'est tout ce sans quoi une chose ne peut se faire. Tout ce sans quoi une chose ne peut se faire. Et c'est souvent, plus particulièrement, les premières causes. Donc, quand il y a un enchaînement de causes qui les unes dépendent des autres, le principe, ce sera plutôt la première d'entre elles. Donc, la plus déterminante, la plus importante. Le principe, c'est souvent la cause la plus importante. Donc, ce sera le cas ici. Parmi les principes, tous ceux d'où viennent en premier les mouvements. Donc, il y a cette notion de le premier moteur du mouvement, ce qui détermine ce que sera le mouvement ou l'action dont il s'agit. Mais évidemment, toute la question, ce sera de déterminer ce qu'on appelle premier. Où est-ce qu'on peut s'arrêter à un premier? C'est ça la question. À quel premier est-ce qu'on peut s'arrêter et pourquoi est-ce qu'on ne continue pas à remonter l'enchaînement? Donc ça, ce sera justifié au fur et à mesure. Tous ceux d'où viennent en premier les mouvements sont appelés responsables. Le mot grec, c'est kurioi. En fait, ce mot kurioi, on ne le traduit pas en général par responsable, on le traduit souvent par souverain dans ce contexte. Kurios veut dire
principal. Mais dire qu'un principe est principal, c'est un peu redondant, donc il faut le traduire autrement. Souverain, alors c'est à comprendre vraiment dans le sens de ce qui l'emporte. Donc souverain dans le sens ce qui a le pouvoir de l'emporter. Alors dans ce sens, c'est correct, mais ça a vraiment à voir, dans le cas qui nous occupe, ça a vraiment à voir avec la responsabilité. J'ai quand même choisi responsable, surtout qu'il n'y a pas d'autre mot en grec qui signifie responsable. Donc si Aristote voulait dire le mot responsable, il est obligé de choisir quelque chose comme celui-là. Puisqu'il y a des étangs qui peuvent être disposés de façon contraire. Alors là, c'est de nouveau une affirmation très importante. Il y a des étangs qui peuvent être disposés de façon contraire. Donc il y a des actions qui peuvent se faire d'une façon ou d'une autre façon. Autrement dit, il y a des possibles. Il y a des possibles. Donc ça aussi, c'est une thèse dont on va essayer de trouver la justification. Puisqu'il y a des étangs qui peuvent être disposés de façon contraire, il est nécessaire que ce soit aussi le cas pour leurs principes. Donc il faut aussi qu'il y ait des causes premières ou des causes déterminantes, au sens de décisives, qui puissent agir dans un sens ou dans l'autre, qui soient capables de choisir entre des possibles. En effet, de principes nécessaires résultent des effets nécessaires. Donc s'il n'y avait que des principes nécessaires, des causes qui donnent toujours le même effet, alors il n'y aurait pas des effets qui peuvent être ou l'un ou l'autre. On aurait toujours, étant donné telle situation, on a tel effet. Mais ceux dont on parle ici peuvent être contraires. Ceux dont on parle ici dans le cadre de l'éthique, donc de l'action, qui est supposée obéir à des motifs moraux. Ils peuvent être contraires, et beaucoup de ceux qui dépendent des humains sont de ce type, et ces derniers en sont les principes. Donc les humains sont des principes de leurs actions, au sens de principes qui peuvent agir dans un sens ou dans l'autre, lorsqu'il y a des possibilités ouvertes, plusieurs possibilités ouvertes. Donc voilà une définition, une définition du principe de l'action, qui repose à la fois sur une condition subjective, il faut qu'il y ait en nous une capacité de causer des contraires, de choisir dans des possibilités contraires, et il faut qu'il existe aussi, dans l'ordre des choses, si vous voulez, dans l'ordre du monde, des possibles ouverts pour nous. Par conséquent, toutes les actions dont l'homme est principe et responsable, il est clair qu'elles peuvent se produire ou non, du moins toutes celles dont il est responsable qu'elles soient ou ne soient pas. Donc attention, ça ne veut pas dire toutes les actions humaines. Il y a des tas de choses qu'on fait par nécessité qu'on ne pourrait pas faire autrement. Il y a des tas de choses qu'on fait aussi ou dans un certain ensemble de circonstances, il est évident qu'on ne peut faire que d'une certaine manière. Parfois, il faut tenir compte, quand on parle de cause, souvent on utilise le singulier pour en fait tout un ensemble d'éléments qui font, disons, le dispositif causal. Et tout ce qui dépend de lui, et ça, cette expression-là, elle est très importante, ce qui dépend de lui, c'est une expression qu'on va retrouver beaucoup dans toute la suite de la philosophie, en particulier elle est centrale chez les stoïciens, elle va beaucoup déterminer ce type de débat d'une manière générale. Donc tout ce qui dépend de lui, de faire ou de ne pas faire, il en est lui-même la cause. Et tout ce dont il est la cause dépend de lui. Donc on a une définition de cette causalité humaine comme ce qui dépend de l'homme. Or, lorsqu'il a développé sa théorie de la décision et de la délibération, la délibération aboutit à une décision. La décision, c'était le mot proairesis qu'on avait déjà vu. La décision, ça signifie ce qu'on choisit, airesis, pro de préférence. C'est ce qu'on prend de préférence. Et il l'a défini comme un désir délibératif de ce qui dépend de nous. Un désir, puisque c'est le moteur, vous pouvez dire aussi bien une volonté délibérative, ça suit une délibération, mais de ce qui dépend de nous. Parce qu'on ne prend pas de décision sur des choses sur lesquelles on n'a aucune prise. Des choses pour lesquelles on n'a de toute façon pas la puissance d'agir, on ne va pas prendre de décision à leur propos. On va peut-être avoir une opinion à leur propos, mais une opinion, c'est tout à fait différent d'une décision. Une décision, c'est une décision d'action, toujours. Donc, il faut forcément que la chose dépende de nous.
Maintenant, on n'a toujours pas répondu à l'objection du déterministe qui va dire certes, ça dépend de nous dans la mesure où notre action va influencer effectivement cette situation, mais ça ne dépend pas de nous en un autre sens, ça ne dépend pas de nous au sens où il y a vraiment un choix indépendant de tout ce qui nous a constitués. Hein, donc on n'a toujours pas répondu à cette objection, il faut aller plus loin pour pouvoir répondre à cette objection. Alors, il y a une suite de ce texte qui dit « Puisque les qualités et les défauts, ainsi que, donc, le plus souvent, vous allez trouver comme traduction pour ces termes les vertus et les vices. Ah, mais les vertus et les vices, qu'est-ce que c'est d'autre que ce que nous appelons couramment les qualités et les défauts? Ah bon, vertus et vices, ça fait tellement ancien, ça fait tellement dépassé comme vocabulaire que finalement, on ne sait plus de quoi on parle. Alors qu'en fait, de quoi on parle, c'est les qualités et les défauts. Hein, est-ce que vous allez avoir, par exemple, la qualité de générosité, ou bien est-ce que vous allez avoir le défaut d'être avare? Est-ce que vous allez être courageux, c'est une qualité, ou est-ce que vous allez être lâche? Bon, pas la peine de parler de vertu et de vice. Puisque les qualités et les défauts, ainsi que les actions qui en découlent, sont les uns louables, les autres blâmables, car on ne blâme ou on ne loue pas quelqu'un pour ce qui arrive par nécessité. Ah, bien sûr, si ça arrive par nécessité, on ne va pas le féliciter ou au contraire lui reprocher, ou par hasard. Alors, si on a fait quelque chose par hasard, on n'a pas de mérite, hein, ni au contraire de reproche. Ou par nature, quelque chose qu'on fait simplement en vertu de sa propre nature, on n'a pas non plus de mérite, on ne va pas non plus nous féliciter pour ça. Mais pour tout ce dont nous sommes nous-mêmes les causes. Donc voilà de nouveau l'idée que nous sommes bien les causes de quelque chose et qu'on peut écarter déjà tout le reste. Ce dont nous sommes les causes n'advient ni par nécessité, ni simplement par notre nature, ni par hasard. Car ce dont un autre est la cause, c'est lui qui en reçoit le blâme ou l'éloge. Donc tout cela, toutes les qualités et les défauts sont louables et blâmables, il est clair que les qualités et les défauts concernent les actions dont l'individu lui-même est la cause et le principe. Alors, on peut tout de suite objecter que cet argument par le blâme et l'éloge n'est pas valide. Pourquoi il n'est pas valide? Parce que si on félicite quelqu'un pour ses actions ou au contraire on les lui reproche, il suffit pour ça qu'on croit qu'il en est responsable. Mais on peut se tromper sur ce point. On peut avoir l'illusion de la responsabilité de l'individu et au contraire le blâmer à tort parce qu'en réalité il n'est pas responsable. Donc les déterministes, c'est bien à ça qu'ils veulent en venir. Les déterministes disent la société a tort de punir les uns et d'admirer les autres parce qu'en réalité ni les uns ni les autres ne sont responsables de ce qu'ils ont fait, de ce qu'on a fait d'eux, de la manière dont on les a constitués. Donc évidemment, cet argument n'est pas valide. On ne peut pas prendre pour témoin l'éloge et le blâme pour appuyer là-dessus le fait qu'on est libre, vous voyez, que nos actions sont libres. C'est l'inverse. C'est seulement si on a pu montrer que nos actions sont vraiment libres et que nous sommes vraiment responsables qu'alors on pourra dire donc on a raison de nous féliciter ou pas. Donc cet argument-là n'est pas valide. En revanche, alors, on a vu dans le début de l'extrait quelque chose un renseignement important qui était la liaison entre le fait que quelque chose dépende de nous et le fait d'avoir des possibles qui peuvent se réaliser donc dans un sens ou dans l'autre. Ça, on va y revenir plus loin. Donc, gardons ça en mémoire. On va y revenir plus loin avec d'autres textes plus précis, parce qu'on va chercher chaque fois la justification plus précise. Dans la suite du même passage, Aristote développe encore un autre argument intéressant, qui est que s'il est vrai donc, que tout ce qu'on accomplit de plein gré, on l'accomplit à partir de nos propres tendances intérieures, il se peut que ces tendances soient en conflit. Et donc, ça peut se faire de deux façons. Et ces deux façons correspondent à ou bien la maîtrise de soi, ou bien au contraire l'absence de maîtrise de soi. Dans les deux cas, on a une tendance qui l'emporte sur l'autre. Dans la maîtrise de soi, c'est la tendance rationnelle qui l'emporte sur la tendance, disons, du désir plus physiologique, par exemple. Et
Dans l'autre cas, c'est le désir qui va l'emporter sur la tendance rationnelle. Mais dans les deux cas d'Aristote, ça revient au même. Il y a toujours une partie qui est favorisée et l'autre partie qui est opprimée. Dans ce cas, dit-il, l'individu, en même temps, éprouve du plaisir et de la peine et de la souffrance, puisqu'il y a une partie de lui qui se réjouit et l'autre partie qui, au contraire, en souffre. Donc, celui qui s'est laissé aller à son désir, d'une certaine manière, il le regrette, il sait qu'il n'aurait pas dû, donc il se sent mal. Hein. Mais celui qui, et ça c'est très important parce que ça tranche avec beaucoup de philosophie morale, hein, mais celui qui a réussi par un grand effort de volonté, au sens B, de opprimer son désir et de l'empêcher d'être satisfait, il souffre aussi, et il a aussi opprimé quelque chose en lui. Et donc Aristote, ce n'est pas son modèle. Il ne dit pas que c'est ça qu'il faut faire, et donc, en fin de compte, il ne dit pas que c'est ça, être quelqu'un de libre. Hein, ce n'est pas avoir une partie de soi qui opprime l'autre. Ce n'est pas ça, être libre. Ce à quoi il veut arriver, il l'a exprimé déjà en parlant de l'éducation par les habitudes, c'est à faire en sorte que l'individu tout entier, de manière cohérente, harmonieuse, soit tout entier porté vers les mêmes choses. C'est-à-dire que ce qu'il désire, sa raison l'approuve. Ce que sa raison approuve, c'est ça qu'il désire. Et donc, qu'il n'y ait pas de déchirure, qu'il n'y ait pas de conflit intérieur. Ça, c'est l'individu qui a réussi son éducation, hein, qui a réussi son épanouissement. C'est celui qui n'a plus de conflit intérieur. Et à ce moment-là, spontanément, il fait ce qu'il estime juste et ce que, on lui a inculqué comme juste, comme bon. Et donc, on va lire le troisième texte qui nous approche encore un petit peu plus de l'idée donc, de ce que serait un acte libre, sachant que ce ne sera donc pas un acte où la partie rationnelle opprime la partie désirante. Ce ne sera pas ça. Donc, lorsque quelque chose d'extérieur met en mouvement ou arrête quelqu'un contre son élan intérieur, nous parlons de contrainte. Bon, là, il récapitule ce qu'il avait déjà dit précédemment. Et lorsque ce n'est pas le cas, il n'y a pas de contrainte. Or, celui qui se maîtrise, donc l'enkratès, celui qui arrive à se maîtriser, et celui qui ne se maîtrise pas, l'acratès, sont poussés par leur élan intérieur, car ils possèdent les deux tendances. Chacun possède les deux tendances, chacun est poussé par l'une par rapport à l'autre. De sorte qu'aucun des deux, aucune de ces deux personnes n'est contraint, mais ils agissent volontairement en suivant ces élans et sans y être forcés. Ils ne sont pas contraints, puisque c'est une partie d'eux qui l'emporte sur l'autre, donc c'est toujours intérieur, c'est toujours à l'intérieur d'eux que ça se passe, mais ils ne sont contraints par rien d'extérieur. En effet, le principe qui vient de l'extérieur, qui empêche ou qui pousse contre l'élan, nous l'appelons nécessité. La nécessité, donc, n'est que ce qui vient de l'extérieur. Ça aussi, c'est vraiment une précision très importante. On ne parle de contrainte ou de nécessité, les deux mots ici sont quasiment synonymes, que quand ça vient de l'extérieur. Il n'y a pas de nécessité intérieure, autrement dit. Donc, rien de ce qui est à l'intérieur de nous n'est absolument nécessaire ou absolument contraignant. Ça peut toujours être équilibré par autre chose. Donc, comme dans le cas où l'on prend la main d'une personne pour en frapper une autre. Là, évidemment, c'est une contrainte extérieure. Contre la volonté et le désir de cette personne. Mais quand le principe vient de l'intérieur, il n'y a pas de contrainte. Donc, on peut déjà conclure sur le rapport entre la liberté et la volonté. En fait, si on se demande est-ce que la volonté correspond à la liberté, au sens B, ce n'est pas le cas. On vient de voir pourquoi, puisque un être qui simplement agit par effort et en contraignant une de ses parties n'est pas un être qui agit librement. Il n'agit pas tout entier. Et c'est là qu'il faut voir une précision importante aussi, c'est que ce qui agit, l'individu qui agit, et que considère Aristote, cette unité morale, si on veut, ou cette unité pratique, ce n'est pas une partie d'entre nous, c'est tout ensemble. Il faut toujours considérer l'individu tout ensemble. Quand on dit j'agis, je veux quelque chose, je décide de quelque chose, c'est tout entier qu'on décide. C'est pas juste ta raison qui décide, c'est la raison en accord avec les autres parties et en tenant compte des autres parties. Donc j'avais déjà évoqué ça à propos de l'idée de démocratie. Bon, c'est pas une partie de la cité qui décide, c'est l'ensemble qui doit être satisfait. Simplement, la différence entre Platon et Aristote, c'est que Platon estimait qu'il y avait une partie qui était capable à elle toute seule de savoir ce qui était bon pour les autres, et chez Aristote, non.
Chez Aristote, on parle beaucoup plus d'harmonie ou de synergie, peut-être que le mot est encore meilleur, hein, synergie, collaboration entre les différentes tendances d'un individu. Il faut qu'il y ait collaboration. Et alors, la tendance sera cohérente et entièrement volontaire. Donc là, on a bien la volonté. Hein, l'acte volontaire, c'est celui qui est fait sans contrainte extérieure, en accord avec la totalité de l'individu, dans un accord avec sa totalité. Cependant, on a encore un champ beaucoup trop large, on a encore un champ d'action beaucoup trop large pour dire que ce sont des actions vraiment libres. Parce que Aristote a dit lui-même que quand il a parlé de la décision, il a dit lui-même que la décision ne se trouvait pas chez les autres animaux et ne se trouve pas non plus chez les très jeunes enfants, ceux qui n'ont pas encore vraiment développé la capacité de raisonnement délibératif. Or, les jeunes enfants et les animaux agissent de plein gré, hein, donc agissent volontairement et non par contrainte. Donc, il y a bien un champ qui doit être beaucoup plus restreint et qui sera vraiment celui de l'acte libre. En dehors de l'acte décisionnel, on ne peut pas parler vraiment d'un acte libre. Donc, on parlera d'un acte, disons, spontané. Il ne faut pas oublier que quand Aristote parle du mouvement des animaux, il dit souvent qu'il est automatone. Alors attention, ça ne veut pas dire du tout mécanique, hein, ça ne veut pas dire qu'il agit comme une mécanique, ça, au sens de qui serait programmé, qui pourrait faire que ça. Non, non, mais ça veut dire justement qu'il agit directement en fonction de son désir. Il n'y a pas d'hésitation et de réflexion entre le moment où il est conscient d'un désir et le moment où il le satisfait. Donc c'est simplement un mouvement immédiat, spontané dans le sens d'immédiat. Alors que la délibération, c'est une hésitation, c'est un arrêt, c'est une suspension de l'action qui fait qu'elle n'est plus immédiate, elle est réfléchie. Donc, bien entendu, ce sont seulement les actes réfléchis qu'on pourra appeler libres, ce n'est pas seulement ce qui est, disons, immédiatement déclenché par un désir. Et par quoi ça va passer chez Aristote? La justification de cette possibilité restreinte, ça va passer par le fait de considérer l'individu tout entier comme un système causal, donc où se passe une sorte de résultante de ces différentes tendances ou de ces différentes possibilités, mais un système causal qui est un nouveau commencement. C'est pour ça qu'il parlait du principe premier des mouvements ou des actions, hein, dans un des textes qu'on vient de lire, donc qui est un nouveau commencement par rapport à ces actions, et qui n'est pas simplement un effet d'une série de causes précédentes par lesquelles il serait directement contraint. Donc cette coupure entre extérieur et intérieur, c'est ça qui est tout à fait essentiel. Il y a tout ce qui vient de l'extérieur, y compris ce qui nous a formés, et puis il y a une sorte d'arrêt, et il y a notre intérieur. Et notre intérieur forme un nouveau système causal par rapport à ça. C'est un nouveau système causal, c'est une nouvelle série de causes. Et par conséquent, ce nouveau commencement, il faut en donner les raisons ontologiques, hein, c'est-à-dire justifier ontologiquement qu'il existe bien une faculté qui en nous est la faculté du nouveau commencement, et qu'elle n'est pas simplement excitée, hein, comme par un stimulus extérieur à faire ce qu'elle fait. Alors comment est-ce que Aristote arrive à donner des garanties ontologiques pour ça? Alors, il commence par une discussion logique. Une discussion logique puisqu'il est question de possible, on est dans les modalités logiques. Est-ce qu'il existe des possibles et non pas seulement du nécessaire? Et ça, donc ça se trouve dans son traité qui s'appelle De l'interprétation, qui est un traité sur les propositions, sur quelles sont les différentes... Enfin, c'est un traité presque, pas grammatical, mais de logique du langage, qui montre donc de quoi est composé le langage et quels différents types de propositions il existe. Et notamment, il y établit la validité, la valeur de vérité des propositions. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une proposition est vraie ou fausse? Et notamment, quand est-ce que des propositions peuvent être vraies en même temps, ou bien doivent nécessairement être l'une vraie, l'autre fausse, et toutes ces choses-là. Et il étudie aussi là-dedans les modalités des propositions. Et donc, c'est à l'occasion de la question des propositions futures qu'il y a un passage qui nous intéresse particulièrement, donc sur
les possibles et l'action libre. Parce que c'est bien par rapport aux propositions futures que ça se pose, puisque si les propositions futures sont déjà vraies ou fausses depuis toujours, hein, comme on dit, une proposition doit être vraie ou fausse, bon, est-ce qu'une proposition future est toujours vraie ou fausse depuis toujours? Si on dit oui, forcément, toute proposition doit être vraie ou fausse, donc les futures aussi. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il est déjà prévisible depuis toujours que cet événement va se passer ou non. Donc on est dans un déterminisme complet. Donc c'est très important. Donc ce qu'on appelle la bivalence des propositions, hein, bivalence, c'est-à-dire qu'elles ont déjà ou bien la valeur vraie ou bien la valeur fausse. Bon, c'est un argument déterministe, hein. Ça va être souvent utilisé comme un argument déterministe de dire que oui, toute proposition doit déjà être vraie ou fausse, les futures aussi, et donc tout est déjà prédéterminé et prévisible, en tout cas de droit. Aristote, justement, va refuser, du coup, cette valeur de vérité des propositions futures. Donc, on va lire le texte 4. Pour les événements présents et passés, il est nécessaire que l'affirmation et la négation soient vraies ou fausses. Donc, que ce soit une proposition sous forme positive ou sous forme négative, ça n'y change rien. Elle est toujours susceptible d'être ou vraie ou fausse. Et il faut qu'elle soit l'un des deux. Elle ne peut pas être les deux en même temps, et elle ne peut pas n'être ni l'un ni l'autre. Donc, tout ce qui est réalisé, forcément, c'est ou l'un ou l'autre. C'est ou vrai ou faux. Mais pour les événements particuliers futurs, il n'en va pas de même. Alors pourquoi il précise particulier? Parce que pour les événements généraux ou récurrents, on peut dire que les propositions futures sont déjà vraies. Si vous prenez une nécessité naturelle, hein, une régularité naturelle, que le soleil se lèvera demain, exemple stupide, mais enfin tout de même, enfin formulé de manière stupide puisqu'il ne se lève pas, mais enfin tout de même que l'ordre astronomique sera prévisible. Mais oui, vous pouvez déjà dire, si vous dites le soleil n'existera plus demain, cette proposition elle est fausse. Hein, on le sait déjà qu'elle est fausse. Donc les vérités générales, elles sont toujours vraies, hein, y compris si on les dit au futur. C'est pour ça qu'il ajoute le mot particulier. Mais les événements particuliers, c'est-à-dire ceux qui n'arrivent qu'une seule fois, et ceux qui dépendent donc de causes elles aussi particulières qui n'arrivent qu'une seule fois, donc des situations inédites. Dans le cas de situations inédites, comment est-ce que c'est prévisible ou pas? Donc il n'en va pas de même. En effet, si toute affirmation ou négation est vraie ou fausse, tout doit exister ou ne pas exister par nécessité. Rien donc n'existe ou ne se produit par hasard. Hein, donc dans cette hypothèse, rien n'existera plus par hasard, puisque tout sera nécessairement enchaîné, ni de n'importe laquelle des deux façons, hein, ou l'un ou l'autre. Il n'y aura plus de possible, hein, de double possible. Alors il dit toujours deux, mais souvent il y a plus que deux possibles. C'est parce qu'il prend les plus extrêmes. Il prend les possibles les plus extrêmes. Ou bien ça a lieu, ou bien ça n'a pas lieu. Mais on peut dire aussi, ou bien ça a lieu de telle façon, ou bien ça n'a pas lieu de telle façon. Vous voyez, quand vous le prenez sous forme contradictoire, vous avez chaque fois deux propositions. Donc, et rien ne pourra ou bien être, ou bien ne pas être, mais tout sera par nécessité, et non de n'importe laquelle des deux façons. Alors, je passe des passages, c'est un très long passage avec des digressions qui ne nous concernent pas, mais la phrase suivante est une des conséquences de cette hypothèse. Une des conséquences, pas la plus importante. Par conséquent, il n'y aurait pas besoin de délibérer ni de se donner de la peine, dans l'idée que si nous faisons telle chose arrivera, et si nous ne le faisons pas, ça n'arrivera pas. Donc, une conséquence qui a été tirée très tôt, mais contre laquelle on a eu beaucoup d'objections, à juste titre, c'est de dire, dans ce cas, si tout va se passer de toute façon, alors c'est plus la peine de bouger. Hein, c'est ce qu'on a appelé parfois l'argument de la paresse, quoi. À ce moment-là, on ne doit plus rien décider, on ne doit plus faire le moindre effort, puisque ça va se passer de toute façon. Et alors, je vous disais, c'est un argument en fait contre lequel on peut facilement objecter. Et Cicéron, par exemple, donc Cicéron, 1er siècle avant notre ère, il va pas mal discuter, on va voir la semaine prochaine des textes de lui à propos des stoïciens, il va pas mal discuter cette question. Alors, c'est pas un grand philosophe, mais enfin, c'est une bonne source, en tout cas pour certains arguments. Et il va dire que cet argument n'est pas du tout valable, parce que, prenons la situation où quelqu'un est malade, et il se dit, de toute façon,
il est déjà établi depuis toujours que ou bien je vais guérir ou bien je ne vais pas guérir. Donc ça ne sert à rien que j'appelle le médecin, que je prenne des remèdes. De toute façon, si ça doit se faire, ça se fera. Hein, et quoi que je fasse, je n'y changerai rien. Cicéron dit, mais ce n'est pas du tout comme ça qu'on veut dire, qu'on parle de déterminisme ou même de fatalisme. Hein. Ce n'est pas dans ce sens-là. En fait, il faut distinguer deux sortes de fatalisme. Il y aurait un fatalisme, celui dont parle Aristote ici, hein, celui où il n'y a rien à faire. Ce fatalisme-là, il est acausal. Parce qu'il ne tient pas compte du fait que nous sommes des causalités, que nous sommes inclus dans l'enchaînement des causalités. Hein, donc que nos actions, évidemment, sont prises en compte dans ce qui est déterminé et écrit depuis toujours. Tandis que le déterminisme que défendent les stoïciens et auquel fait allusion Cicéron, qui est évidemment plus solide, consiste à dire toutes les actions que nous allons faire, appeler le médecin ou pas, prendre les remèdes ou pas, tel ou tel remède, c'est inclus évidemment dans cet enchaînement nécessaire qui va nous mener effectivement à la guérison ou pas. Et donc il est vrai que nous ne savons pas quel remède va nous mener nécessairement à la guérison, nous ne le savons pas. Mais ça fera une grande différence si on les prend ou pas. Ça fera une différence parce que c'est inclus dans cette chaîne déjà établie. Vous voyez ? Donc l'argument d'Aristote ici, on peut le laisser de côté. Mais ce n'est pas le plus important. Donc on poursuit son texte. Mais je vous dis déjà ça parce que c'est quelque chose qui va ressurgir évidemment souvent. Ces deux types de fatalisme, il faut bien faire la différence entre les deux. Il y en a un qui est quand même un peu plus solide. Si donc tout cela n'est pas possible, c'est-à-dire que tout soit absolument nécessaire et qu'il n'y ait ni hasard, ni de multiples possibilités. Et pourquoi tout cela n'est pas possible? Il en donne tout de suite un argument empirique, car nous voyons, c'est un argument empirique, c'est basé uniquement sur l'expérience. Donc bien entendu, on va lui dire, c'est pas suffisant, Aristote, il faut nous donner autre chose que de l'expérience. L'expérience, elle peut être trompeuse, hein, on peut mal interpréter, on peut s'illusionner. Donc, mais voyons d'abord son argument. Et ce n'est pas son dernier mot. Car nous voyons qu'il y a un principe des événements futurs à partir de la délibération et à partir de l'action. Donc nous voyons bien, nous avons l'expérience dans le monde humain que la délibération est une autre forme de causalité, ça c'est indéniable, c'est une autre forme de causalité, puisque, pourquoi c'est indéniable? Parce que c'est sûr que c'est un arrêt, au minimum un arrêt des enchaînements immédiats, donc des enchaînements qui n'ont pas besoin d'autre chose pour développer leur effet. C'est un arrêt avec donc une délibération qui vient peser le pour et le contre et qui considère de multiples possibilités. Donc au minimum, alors même si c'est une illusion, même si en fin de compte, comme dit le déterministe, nous étions de toute façon déterminés à un certain choix, même si nous ne le savions pas nous-mêmes, parce qu'au fond c'est ça leur argument, même si nous ne le savions pas nous-mêmes. Bon, c'est quand même un autre type, c'est quand même un autre type d'expérience. Donc nous voyons bien qu'il y a un principe à partir de la délibération et que d'une manière générale, dans les choses qui ne sont pas toujours en acte, donc des choses qui ne sont pas toujours en acte, c'est-à-dire qui ne sont pas toujours réalisées, qui peuvent encore se réaliser ou ne pas se réaliser, se trouve la possibilité d'être et de ne pas être, celles pour lesquelles les deux possibilités, qu'elles soient ou qu'elles ne soient pas, qu'elles se produisent ou ne se produisent pas, sont ouvertes. Les deux possibilités sont ouvertes. Et nous voyons clairement que beaucoup de choses sont de ce type. Par exemple, alors voilà un exemple qu'il va falloir bien étudier. Ce manteau a la possibilité d'être déchiré. Or, posons d'abord qu'il ne sera pas déchiré, mais il sera usé avant. Donc voilà une possibilité pour lui. Il ne va jamais arriver jusqu'à être déchiré parce qu'il sera usé avant, et donc on le mettra au rebut, on le remplacera avant qu'il ait été déchiré. Mais il y a aussi bien la possibilité de ne pas être déchiré, car être usé avant n'existerait pas s'il n'était pas possible qu'il ne soit pas déchiré. Donc être usé avant ne serait pas possible, n'existerait pas, ne se ferait jamais, il ne serait jamais usé, s'il n'était pas possible qu'il ne soit pas déchiré, donc s'il était nécessaire qu'il soit déchiré. S'il était nécessaire qu'il soit déchiré, il ne serait jamais usé avant. Voilà.
2 négations valent 1 positif. Hein. S'il était nécessaire qu'il soit déchiré, il serait déchiré avant qu'on ne l'utilise plus, bien sûr. Hein, avant qu'on ne l'utilise plus en raison de son usure. Donc ce manteau a la possibilité ou bien d'être mis au rebut parce qu'il est usé, ou bien d'être mis au rebut parce qu'il est déchiré. Okay? Donc il a une double possibilité. Et par conséquent, ce sera pareil pour tous les autres événements qui sont dits selon une puissance de ce type, donc c'est-à-dire une puissance contradictoire. Et donc, ou bien il va être déchiré, ou bien il va être usé. Il est donc manifeste que tout ne doit pas être ou se produire par nécessité, mais que certaines choses sont de n'importe laquelle de 2 façons. Donc pour le manteau, on dit qu'il peut lui arriver n'importe laquelle des 2 choses. Et qu'à leur propos, ni l'affirmation ni la négation n'est plutôt vraie. Donc si la phrase qui dit « ce manteau sera déchiré » n'est ni vraie ni fausse. Parce que je ne peux pas, non seulement je ne peux pas savoir, mais ce n'est pas seulement un problème d'inhérence. Il n'est pas encore déterminé s'il va être déchiré ou pas. Tandis que d'autres sont plutôt, et le plus souvent de l'une des 2 façons, quoi qu'il soit ouvert, que l'une des 2 se réalise et pas l'autre. Alors là, on a une nuance dans les probabilités. Ou bien vous pouvez avoir des probabilités égales d'être l'un ou l'autre, ou bien, dans certains cas, vous pouvez avoir une beaucoup plus forte probabilité dans un sens, mais il n'empêche que le contraire est possible quand même. Et comment est-ce qu'on peut justifier cette idée qu'il n'est pas encore déterminé que le manteau sera déchiré ou usé? Le déterministe pourrait dire c'est déjà déterminé parce qu'il est déjà déterminé que le propriétaire du manteau va partir se promener dans les calanques avec ce manteau et qu'il va avoir envie d'escalader quelques rochers un petit peu saillants. Et dans son escalade, son manteau va rester accroché à une pointe de rocher et va se déchirer. Donc, tout cela est déjà écrit parce que, étant donné ce qu'est cette personne, il est certain qu'il va aller se promener tel jour et qu'il va avoir envie de monter, d'escalader tel rocher. Donc, voilà le discours déterministe. Que pense Aristote ici? Implicitement, hein, bien sûr, c'est implicite. Mais puisqu'il dit que les 2 sont possibles, il pense ça implicitement. Eh bien, il dit qu'en fait, rien ne permet de déterminer qu'un individu va aller tel jour se promener dans les calanques, enfin un jour avec son manteau, hein, un jour où il aura en tout cas son manteau, et qu'il va effectivement avoir la hardiesse d'escalader un rocher un peu saillant, ni qu'il va avoir la maladresse de laisser s'accrocher son manteau, ni qu'il va tirer un coup sec et le déchirer. Tout ça, rien ne le dit. Et pourquoi? De nouveau implicitement, parce que la décision donc, de sortir se promener, d'escalader un rocher et de le faire de manière plus ou moins nerveuse ou maladroite, est imprévisible parce que justement l'individu est ce nouveau départ. Rien ne permet de dire qu'il le fera avant qu'il le fasse effectivement. Donc on a de nouveau cette idée, hein, donc il y a quelque chose dans les décisions individuelles qui n'est pas préparé par tout ce qui a précédé, Alors vous allez me dire, oui, mais on sent bien qu'on s'approche et on voit bien ce qu'il veut dire, mais il nous a toujours pas vraiment démontrer que nous sommes bien de ce type et que ce n'est pas une illusion. Alors la clé de son argument peut être le dernier retranchement, le passage vraiment ultime qui explique ça ontologiquement, c'est un passage de la métaphysique du livre Epsilon où alors, il faut dire que c'est un passage qui est extrêmement difficile. Alors déjà, toute la métaphysique, et en particulier ce livre-là, qui est un livre manifestement de prise de notes, pas encore tout à fait achevé. Bon, c'est fréquent dans la métaphysique. Hein. Mais, et donc, c'est un passage, un chapitre que beaucoup d'interprètes avouent ne pas bien comprendre. Ne pas bien comprendre d'abord quel rôle il joue dans l'ensemble de l'édifice, dans l'ensemble de la pensée métaphysique, et d'autre part, ne pas bien comprendre non plus la lettre du texte et ses enchaînements.
Mais en fait, si on étudie ce texte justement à la lumière de ce qu'on cherche, à la lumière de cette question que nous cherchons depuis le début, c'est-à-dire comment montrer, d'une part, qu'il y a bien des possibles futurs, que le futur est bien ouvert entre plusieurs possibles, pour certaines choses en tout cas. Et montrer aussi qu'il y a bien dans l'être humain une faculté de reprendre à zéro sa causalité en rompant, en étant indépendante par rapport à ce qu'il a formé, eh bien alors justement le chapitre s'éclaire. Justement, on comprend mieux l'enchaînement de ce chapitre. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Avec le dernier texte, il est clair qu'il existe des principes et des causes susceptibles d'être produits et supprimés, mais qui ne sont pas produits ou supprimés. Donc il y a des principes et des causes qui peuvent être produits par d'autres principes et d'autres causes, ou bien supprimés par d'autres principes et d'autres causes, qui le peuvent, mais qui ne le feront pas. Donc, autrement dit, des choses qui pourront être à leur tour porteuses d'effets, mais qui ne vont pas l'être. Des possibilités d'être principe ou pas. En effet, s'il n'en est pas ainsi, tout existera par nécessité, s'il est nécessaire qu'il y ait une cause non accidentelle pour tout ce qui se produit ou est supprimé. Alors ici, le non accidentel s'oppose simplement au non nécessaire. Le non accidentel équivaut au nécessaire. Et il s'oppose à non nécessaire, autrement dit, dans notre vocabulaire actuel, on dirait contingent. Ce non accidentel, c'est non contingent. L'accidentel ici correspond à ce que nous appellerions contingent. Telle chose, donc voilà l'exemple. Telle chose va-t-elle se produire ou non? Seulement si telle autre se produit, sinon non. Et celle-ci, si une autre se produit. Et ainsi, il est clair qu'en retranchant toujours du temps d'un temps limité, donc on part d'un moment futur. Et chaque fois, on dit, est-ce que cet événement futur que je pose comme possible, est-ce qu'il va se produire? Je vais chaque fois retrancher du temps en remontant à sa cause. Je vais dire, donc, il se produira si tel autre événement a lieu et est son principe ou sa cause. Okay. Et cet autre-là, je vais remonter à nouveau dans le temps, donc du futur vers le présent, en disant, qu'est-ce qui a rendu celui-là nécessaire? Eh bien, c'est telle autre cause. Et puis ainsi, donc, en retranchant toujours du temps, c'est-à-dire en remontant de cause en cause jusqu'à l'état présent, donc je pars du futur et je remonte au présent, donc en retranchant toujours du temps d'un temps limité, on arrivera au présent, de sorte que cet homme mourra de mort violente s'il sort de chez lui. Donc, voilà, un homme qui est mort. De quelle mort violente? Supposons donc un homme qui est passé sous un toit au moment où une tuile est tombée. C'est un exemple qui revient souvent. Au moment où une tuile est tombée, et pas de chance, la tuile lui tombe sur le crâne et le tue. Donc, par quel enchaînement on peut dire que cette mort était nécessaire? Donc on peut dire, on va voir ce qu'en dit Aristote, il sortira de chez lui s'il a soif. Donc pourquoi est-ce qu'il sort de chez lui s'il a soif? Il n'a pas d'eau chez lui, il va à la fontaine. Pour aller à la fontaine, il est obligé de passer sous ce toit. Et puisque c'est à ce moment-là qu'il a eu soif et qu'il est sorti, il est passé à ce moment-là, au moment où la tuile est tombée sous ce toit. Donc on voit bien qu'on peut dire effectivement qu'il y a un enchaînement nécessaire. Et il aura soif si autre chose se produit. Quelle chose? On arrivera ainsi à ce qui se passe maintenant ou à ce qui s'est passé avant. Par exemple, s'il aura soif, c'est parce qu'il mange des mets épicés. Et c'est ce qui se passe maintenant ou non? Si on dit, tu manges des mets épicés, tu es mort. On peut le dire comme ça. Par suite, nécessairement, il mourra ou ne mourra pas. Tu ne manges pas de mets épicés, tu n'es pas mort. Et le même raisonnement vaut si l'on remonte à ce qui s'est passé précédemment. Donc si au lieu de partir du futur et qu'on arrive aux conditions présentes, on part du présent et on remonte à ce qui a pu le causer dans le passé, car le passé appartient désormais à la chose. C'est pas important, le passé fait partie de cette chose. Ça, c'est selon l'hypothèse déterministe. Tout ce qui s'est passé, maintenant, est dans cette chose. Et donc, la détermine, c'est au sens de la détermine complètement. Tous les événements futurs seront donc par nécessité
par exemple, que l'homme vivant mourra, hein, selon l'exemple qu'on avait vu, car il y a déjà quelque chose qui s'est produit. Donc là aussi, dans le passé, on dit que quelque chose s'est produit, qui fait que le présent est d'une certaine sorte et que ça va entraîner sa mort future. Par exemple, les contraires dans le même corps. Alors ça, donc, ça paraît difficile comme... hein, c'est très, comme vous voyez, très peu explicite, très ramassé, très allusif comme écriture. Mais en fait, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Comme juste après, il fait allusion à une maladie, on peut le comprendre dans ce rapport à la maladie. Les anciens Grecs considéraient que les maladies venaient par déséquilibre entre les substances contraires dans le corps. Donc déséquilibre entre la chaleur et le froid, entre l'humidité et la sécheresse, entre les différentes humeurs, hein, opposées entre elles. Et donc, c'est vraiment typique de l'ancienne médecine. Quand quelqu'un était malade, on cherchait où était la rupture de l'équilibre, hein, et donc s'il lui fallait apporter plus de telle humeur ou plus de telle autre, donc une petite saignée, hein, ou bien autre chose, et puis s'il fallait le réchauffer, le refroidir. Bon. Donc, ça éclaire ce qu'on dit ici. Hein, il a déjà en lui les contraires dans son corps. Et donc, il suffit de ça pour dire qu'il se pourrait que l'un de ces contraires entre en déséquilibre, que ça entraîne sa maladie et que de cette maladie, il meurt. Hein, donc, on pourrait dire que dès qu'un homme a les contraires en lui, ce qui est forcé hein, chez tous les hommes, eh bien, il mourra. Donc, mais le fait qu'il mourra de maladie, alors ce mais introduit en fait une objection d'Aristote. Parce que jusqu'ici, hein, il a dit ce qui se passe dans l'idée déterministe. Mais le fait qu'il mourra de maladie ou de mort violente n'est pas encore nécessaire. Ça, c'est son objection à Aristote. Ce le sera si telle chose se produit, hein, si telle autre chose se produit. Et il faudrait même le mettre au pluriel, hein, si telle autre chose, si une multiplicité de choses vont se produire, et puis surtout qu'il y en a une qui va être tout à fait décisive. Il est donc clair qu'on doit remonter jusqu'à un certain principe, mais que ce principe ne remonte plus à autre chose. Celui-là, donc celui auquel on va s'arrêter, sera le principe de ce qui peut se produire de n'importe laquelle des deux façons. Donc ce sera un principe capable de produire ou l'un ou l'autre des opposés. Ce sera le principe qui sera capable de décider si l'homme sort ou pas. Et rien d'autre ne sera cause de l'apparition de ce principe. Donc rien d'autre ne va rien d'extérieur, par conséquent, hein, ne va causer le fait que ce principe va se réaliser, c'est-à-dire il va y avoir effectivement un mouvement, une décision de l'individu pour sortir ou pas. Rien d'autre d'extérieur ne va être la cause de sa décision. Alors ça ne veut pas dire évidemment qu'on a un effet sans cause, parce qu'après, il va y avoir souvent cet argument qu'il n'y a aucun effet sans cause, donc on a l'impression que du coup les enchaînements sont nécessaires et infinis. Ce n'est pas qu'on a un effet sans cause, c'est que si l'homme sort, il y a bien une motivation. Hein. Cette motivation, c'est ça la cause de sa sortie. Sa motivation, c'est qu'il doit aller chercher de l'eau. Mais la différence, c'est qu'il ne tient qu'à lui de sortir tout de suite ou de sortir plus tard. Il ne tient qu'à lui de résister à un certain moment à sa soif, par exemple, s'il est en train de faire quelque chose pour lequel qu'il veut terminer, hein, quelque chose qu'il veut terminer d'abord. Et donc, il va résister à sa soif parce que c'est plus important de terminer son activité. Et ça, c'est une décision qui ne tient vraiment qu'à lui, qui ne dépend que de lui. C'est une décision qui ne vient que de son intérieur. Et par conséquent, on a vraiment là une nouvelle cause, une décision qui ne dépend pas du simple fait qu'il y a ce stimulus de la soif qui est censé être déterminant. Eh bien non, ce n'est pas déterminant. La soif n'est pas déterminante. Elle n'est qu'un élément que lui va juger. Il va juger s'il la suit ou pas, s'il la suit immédiatement ou pas. Par conséquent, le fait qu'il sort au mauvais moment, au moment de la tuile ou pas, va dépendre de sa décision. Alors il est vrai que ce n'est pas une décision en connaissance de cause, puisqu'il ne sait pas que cette tuile va tomber ni à quel moment. Donc ce n'est pas une décision qui possède tous les éléments pour se sauver. Il ne va peut-être pas se sauver. Mais il n'empêche que c'est une décision imprévisible. Et c'est là qu'on voulait en arriver.
c'est une décision qui n'est pas prévisible. Il n'est pas prévisible de savoir, et ça dépendra non seulement d'un individu à l'autre, mais même du même individu. Étant donné ce qu'il est, il peut céder à différents moments à sa soif et sortir. Donc voilà la démonstration d'Aristote, et il ajoute aussi dans un autre livre de la métaphysique, au livre Theta, quand il étudie les différentes puissances productrices, il dit qu'il y a deux types de puissance, la puissance avec logos et sans logos. Et logos doit être pris ici au sens de raisonnement. Il y a une puissance d'agir, de produire quelque chose qui est sans raisonnement, et il y a même sans faculté de raisonnement, et une qui est avec cette faculté. Et comme exemple de puissance sans raisonnement, il dit par exemple la chaleur, elle réchauffe. Donc une source de chaleur, un feu quelconque, va nécessairement chauffer ce avec quoi il est en contact. Et ces puissances-là, dit-il, ne sont pas capables des contraires. Parce que le feu ne va jamais refroidir. Ici, vous prenez toutes les puissances que vous voulez, qui soient productrices d'un effet, et qui soient sans raison, sans raisonnement, elles ne pourront jamais qu'un seul des deux contraires et pas l'autre. Là, il y a une nécessité. Le feu, par nécessité, réchauffe. Le froid, par nécessité, va aussi refroidir ce avec quoi il est en contact. Et il n'aura pas la possibilité de l'inverse. Au contraire, les puissances qui ont le logos et le raisonnement sont capables des deux contraires. Et il donne comme exemple la médecine. La médecine, c'est une puissance donc, technique qui est capable de produire aussi bien la maladie que la santé. Qui est mieux placé que le médecin pour inoculer une maladie à quelqu'un? Donc c'est lui qui sait exactement ce qu'il faut faire. Donc il est capable des deux contraires. Et qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il choisit de soigner un patient ou au contraire de le rendre encore plus malade? Qu'est-ce qui va... Bon, ça peut être son incompétence, mais on parle ici des cas où les deux possibilités se trouvent vraiment entre ses mains. Donc s'il est ignorant, il n'a pas les deux possibilités. Il ne fait pas agir son logos, justement. Mais qu'est-ce qui va emporter sa décision? C'est sa volonté. Est-ce qu'il a la volonté de le sauver ou pas? Ou est-ce qu'il a la volonté de lui faire du mal? Un médecin qui a la volonté de faire du mal, ça existe. Donc c'est là qu'on va atteindre cette volonté au sens de la liberté, au sens de le choix ne dépend que de lui. Alors, est-ce que vous allez m'objecter? Oui, mais on n'a toujours pas démontré qu'il était responsable de ce qu'il était, c'est-à-dire si ce type est malveillant, qu'est-ce qu'il a fait devenir malveillant? Qu'est-ce qu'il a fait être comme ça? Est-ce que ce n'est pas quand même la somme de ses expériences, etc. Et donc, en fin de compte, des circonstances indépendantes de lui? Aristote dit, dans sa théorie des habitudes, que nous sommes responsables des habitudes que nous acquérons à partir d'un certain âge et jusqu'à un certain âge. Alors, sans préciser de manière très... oui, sans préciser absolument quels sont ces âges, mais à partir d'un certain âge, parce qu'il faut qu'il y ait ce logos, qu'il y ait cette réflexion possible sur les habitudes qu'on nous inculque, mais jusqu'à un certain âge, parce qu'après, dit-il, les habitudes sont tellement bien intégrées à notre personnalité qu'on ne peut plus en changer. Et donc, en fait, il a une sorte de restriction par rapport à sa petite marge de liberté. Il y a encore une petite restriction en disant c'est jusqu'à un certain âge. Si on a vraiment trop pris certaines habitudes, ce sont devenues vraiment, comme on dit, une seconde nature, évidemment, et donc on ne peut plus les changer. Mais pendant un certain temps, on a quand même, alors on peut décider de le prolonger, de dire oui, mais bon, ça peut durer assez longtemps. On peut encore décider de se changer volontairement. Donc lui, c'est toujours grâce à ce logos, et grâce à ce logos qui permet la réflexivité, qui permet de dire « on m'a donné telle habitude, est-ce que je suis d'accord ou pas ?» Et donc en rappelant que ce « je » inclut l'ensemble de toutes les composantes de la personne. Donc est-ce que je suis d'accord ou pas, étant donné mon tempérament, étant donné mes désirs, étant donné mes raisonnements, étant donné ce qui me fait plaisir, mon environnement, enfin bon, étant donné tout ça, est-ce que je suis d'accord ou pas? Et donc il y a vraiment une possibilité de reprise synthétique, de reprise synthétique de tout ce qui nous influence, on utilisera le verbe influencer du coup, et
de se détacher de ça avec son logos et de dire non, je ne suis pas d'accord. Mais cette capacité de reprise, elle est limitée. Elle est limitée aux actes qui sont décisionnels et malgré tout, elle dépend dans une certaine mesure du caractère de l'individu. Il y a quand même quelque chose comme un caractère qui est irréductible aux efforts, donc qu'on ne changera pas tout à fait, voilà, qu'on adoucira. Mais il n'empêche que on a établi qu'il existait des possibles dans les événements et on a établi qu'il existait une faculté en nous qui juge et qui décide librement. Donc voilà la conception aristotélicienne de la liberté. Et je précise encore, j'en ai terminé, on a épuisé vraiment toute cette capacité de réponse, mais on peut dire qu'au XXe siècle seulement, on a pu aller plus loin dans les capacités de réponse en disant encore plus précisément quelles étaient les conditions pour qu'une telle faculté existe en nous. C'est peut-être encore la seule chose qui lui manque. Voilà. On parle à partir de la délibération. Voilà. Donc on stoppe l'action. Et là, dans le texte, il y a et à partir de l'action. Oui. Oui, je vois, tu as raison. Oui, tu as raison, c'est pas la même chose, effectivement, c'est pas deux termes qui sont équivalents. Si ce n'est que ce qu'Aristote appelle l'action, praxis, ça a un sens très restreint. Et il ne parle d'action au sens propre, il le précise, il le dit qu'il ne parle d'action au sens propre que quand c'est une action délibérée. Et pour tous les autres cas, il dit qu'on peut parler dans un sens plus large, mais au sens propre, on ne devrait pas dire que les animaux agissent. On devrait dire qu'ils se meuvent, qu'ils produisent des choses, mais on n'utilisera pas au sens strict praxis. Donc ici, il l'utilise dans ce sens restreint. Donc à partir d'une véritable action, alors il y a un choix des possibles. Donc à partir de la délibération peut venir la décision, et la décision enclenche immédiatement l'action. Donc si on parle d'une véritable action, alors on a des effets qui sont des effets qui auraient pu être autrement. C'est ça. Alors les effets auraient pu être autrement, si c'est une véritable action. Donc une véritable action aurait toujours pu être autrement. Est-ce qu'il existe un lien entre le décisionnisme des modernes et la décision chez Aristote? Oui, alors pour ce qui est des modernes, il faut distinguer lesquels. Parce qu'il y a beaucoup... Schmitt et Heidegger. Qui ça? Carl Schmitt et Heidegger. Carl Schmitt, je pourrais pas le dire. Mais en revanche, Heidegger, justement, fait partie de ce courant de philosophie de la conscience qui donc va fonder dans la nature de la conscience la possibilité donc d'avoir une causalité complètement différente et indépendante. Donc c'est à cela que je fais allusion en disant qu'au XXe siècle, on est vraiment parvenu à un ancrage ontologique beaucoup plus précis et par conséquent, à mon avis, plus convaincant, en disant vraiment qu'il s'agit de l'être même de la conscience, que ça dépend vraiment de l'être même de la conscience, d'être la cause réelle de ces effets, la cause première, donc de pouvoir faire établir cette indépendance par rapport à ce qui vient de l'extérieur. Voilà, donc pour Heidegger, oui, c'est sûr. Mais donc c'est une autre justification. C'est une justification qui va un peu plus loin que celle d'Aristote, je pense. Mais pourtant, chez Machiavel, on a sans arrêt la description en politique de la liberté complète du guerrier, du chef militaire qui, parfois dans des situations, fait que tout va à l'encontre. Il dit, il y a même comme le destin irait à l'encontre, et c'est la décision, la liberté du chef de guerre qui va changer la donne.
par ses actes. Oui, mais est-ce que c'est plus qu'empirique ? Est-ce qu'il y a une justification du fait qu'on a bien cette liberté et que ce n'est pas simplement que cette personne qui est capable d'une décision en dépit des circonstances ou de ce qu'on attendrait, n'est pas simplement une personne exceptionnelle parce que sa constitution a été exceptionnelle, son éducation, son histoire a été exceptionnelle et donc a formé quelqu'un de, effectivement, différent des autres, inattendu. Est-ce qu'il y a une justification du fait que sa conduite est vraiment imprévisible et n'est pas, en fait, prévisible si on connaissait l'ensemble des éléments qui l'ont déterminé. C'est ça qui est l'objection déterministe redoutable. C'est que il ne suffit pas de constater qu'effectivement des gens agissent de manière inattendue. Oui, c'est inattendu pour nous, mais c'est simplement parce qu'on n'a pas tous les éléments pour le savoir. Mais si on avait cet entendement infini qui permet de connaître toute la vie précédente de ce chef de guerre, en fait, on pourrait prévoir son acte. Donc il y a vraiment il faut vraiment affronter. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui ont vraiment affronté cette objection radicale du déterminisme, radicale au sens de qui va vraiment à la racine, quoi. Quelle est vraiment quelle est vraiment votre justification si moi je dis que tout est illusion, que tous vos choix sont en fait sont des illusions, parce qu'en réalité vous ne pouviez pas faire autrement. Ce chef de guerre ne pourrait pas faire autrement étant donné ce qu'il est. Même pour les choses, dans l'exemple même d'Aristote ici, ce le sera si telle chose se produit. Mais en fait, cette chose-là, elle est elle-même le résultat d'une chaîne causale. Donc si on est dans une optique déterministe, ça ne nous affranchit pas de dire que ce qu'on va percevoir comme un accident n'est pas quelque chose, même s'il n'est pas prévisible, c'est quand même quelque chose qui a été déterminé par la rencontre de plusieurs chaînes causales indépendantes. Et aussi le lien entre ce qui n'est pas accidentel et contingent. J'ai l'impression que c'est des choses un petit peu différentes, parce que quand on dit contingent, ça veut dire ce qui est aujourd'hui aurait pu être autre chose. Et ça peut provenir du fait soit que c'est accidentel, soit que c'est pas du tout accidentel, mais que c'est justement le fruit de la délibération, du jugement et d'un choix. Et c'est un peu là qu'il y a la rupture en fait avec le déterminisme, c'est quand on fait un choix. Si on a la liberté justement de faire un choix en connaissance de cause, sur base de notre conscience. Oui, il y a plusieurs choses. D'abord, justement, j'ai précisé qu'il fallait prendre accidentel au sens de contingent, parce que ça ne signifie pas la même chose que accidentel dans notre usage courant. Ça ne veut pas dire accidentel au sens où ça n'aurait pas dû se passer comme ça, mais il s'est passé un imprévu qui a fait que... C'est dans ce sens-là qui est le sens de accidentel. Le problème, c'est qu'on a pris l'habitude de traduire l'expression aristotélicienne katasum bebekos par accident. Ça, c'est à cause de toute l'histoire de la traduction latine, etc. Mais en fait, cette expression, elle signifie plusieurs choses selon les contextes. Et ici, elle signifie vraiment... l'accidentel, c'est vraiment le contingent. C'est ce qui aurait pu être autrement. Donc il ne faut pas le comprendre au sens de ce qui s'est passé accidentellement. C'est pas comme ça. Mais ça n'empêche que, effectivement, quand il dit telle autre chose devra se passer, il aurait fallu que ça se passera si telle autre chose se passe. Cette telle autre chose qui en est le principe, donc, et la cause, qui va le déclencher, cette autre chose, elle peut être aussi bien une cause elle-même déterminée par un enchaînement, ou bien elle peut être un principe qui est indépendant de quelque chose qui vient avant et qui peut agir dans ce sens ou dans l'autre. En fait, tout événement peut être produit ou bien nécessairement par une cause qui n'aurait pas pu produire autre chose, ou bien par une cause qui aurait pu produire autre chose. Ouais, c'est vraiment la contingence. Ce qui est intéressant, c'est que dans la théorie darwinienne de l'évolution, en fait, quand on en parle aujourd'hui, on dit toujours le hasard qui est vraiment au cœur de l'évolution,
Mais Darwin n'utilise jamais le mot hasard, ni aléatoire, ni fortuit dans son livre. Il utilise toujours le mot accident. Et je pense que c'est au même sens que Aristote. Oui, probablement. Au sens de contingent, ça aurait pu se passer autrement. Ouais. Cela dit, il me semble quand même que... Alors, c'est pas sûr que c'est ça que ça veut dire. Parce que, justement, là, on est dans des causes qui sont strictement des réactions chimiques, hein, et elles sont probablement absolument nécessaires. C'est-à-dire que si il y a une certaine modification de l'ADN par rapport à l'ADN des parents, c'est parce que telle molécule s'est trouvée située d'une autre façon que, et cela pour des raisons strictement de force, hein, de réseau de force, pourquoi elle s'est trouvée là plutôt qu'ailleurs. Donc en fait, on pourrait retrouver les causes nécessaires qui ont fait qu'elle s'est trouvée là. Enfin, tu es d'accord, oui. C'est dans des réactions moléculaires qui fait qu'on pourrait retrouver la nécessité, quoi. Mais ce qui veut dire simplement, c'est que ce n'est pas intentionnel. C'est que ça ne s'est pas passé pour qu'il y ait ce changement. Oui, et donc, par accident, peut aussi vouloir dire ça, non intentionnel. Il ne peut pas vraiment penser à ça au moment où il pense au... Oui, parce qu'il n'a pas la vision moléculaire. Mais effectivement, là, il parle d'accident pour l'apparition d'une différence entre les individus. Mais il y a un autre élément qui n'est pas déterministe dans la théorie de Darwin, c'est justement la sélection. On la présente toujours comme si c'était absolument déterminisme, le meilleur ou le plus adapté à s'en sortir. Mais lui, justement, il met tout sous un angle probabiliste. Et bon, on peut imaginer, là, on est vraiment dans la même situation, qu'un lapin va décider ou pas de sortir de son terrier à ce moment-là, parce qu'il a faim, parce qu'il a soif, et que s'il sort à ce moment-là, il va se faire choper par un renard. S'il sort un peu plus tard, il va rencontrer une lapine, et que enfin, tout ça, c'est des accidents. Et là, c'est plutôt des accidents de sens. Enfin, c'est vraiment le même exemple qu'avec la tuile. Sauf que tu as dit le lapin va décider de sortir, et ça en langage aristotélicien on peut pas. Le lapin ne décide pas. Il a soif, il sort. Peut-être bien qu'il va y avoir une autre tendance en lui qui va être la prudence, mais la prudence qui vient d'une autre tendance, ou bien naturelle, sa crainte, son instinct de survie, ou bien de son expérience, c'est-à-dire qu'il sait par expérience, pour avoir déjà vécu des cas identiques, qu'il ne faut pas sortir sans avoir regardé si les parages étaient tranquilles. Mais c'est pour ça qu'Aristote, dans son traité de l'âme, il conçoit quand même qu'il y a un certain raisonnement qui est possible chez certains animaux. Et donc, mais il dit que c'est un raisonnement qui fonctionne seulement avec des images et pas avec des concepts. C'est la seule différence. Mais c'est ce qui justifie quand même le fait qu'on n'est pas dans le cas d'une décision au sens strict du terme. Parce que il va peut-être avoir donc son expérience va peut-être lui parvenir sous forme d'image. Hein, l'image d'un lapin qui est sorti de son terrier sans regarder les alentours et qui s'est fait effectivement attraper. Donc il va avoir des images qui vont peut-être bien le retenir, effectivement, le rendre, lui donner cette précaution. Mais il va pas pouvoir en revanche avoir un raisonnement par concept. Et donc il va pas dire par exemple il faut que je sois courageux et que mes enfants ont faim, tant pis s'il y a du danger, il faut que je l'affronte par exemple. Il va pas pouvoir se dire ça parce qu'il peut pas passer par le concept général de courage. Et donc c'est en ça qu'il n'aura pas une action morale. Parce que si on ne passe pas par le choix de valeurs, on n'a pas une action morale. Donc voilà, ce qui reste quand même une différence. Donc il est vrai que peut-être bien que son action ne va pas être immédiate, hein, donc directement dès qu'il sentira la soif, il ne va peut-être pas immédiatement aller chercher de l'eau, en raison de cette expérience ou de cet instinct de survie, parce qu'il y a quand même beaucoup d'instincts aussi là-dedans, enfin il y a beaucoup d'innés je pense aussi dans ce genre d'attitude, mais bon, peu importe que ce soit l'un ou l'autre, il s'agit quand même toujours d'une forme d'automatisme qui le retient. Hein, ou bien il est retenu par son instinct de survie et il regarde d'abord, ou bien il est retenu par des images qui lui viennent et il regarde d'abord. C'est cette différence, mais qui n'empêche pas une certaine proximité. Hein, et bon, je veux dire, il n'y a pas, comment dire,
il n'y a pas un fossé entre les humains et les autres animaux chez Aristote. Il y a quand même une sorte de continuum. Mais enfin, il y a quand même cette différence essentielle que dans son raisonnement, il n'y aura pas des concepts ou des valeurs. Oui, c'est quelque chose qui me contrarie, qui me perturbe. Il y a un livre de Kandinsky, du spirituel dans l'art, dans lequel il parle de la nécessité intérieure. Oui, c'est ça. Et si j'ai bien entendu, tu as dit il n'y a pas de nécessité intérieure. J'ai dû sortir cette phrase de son contexte. Oui, bien sûr que c'est très important le contexte sur cette question. En fait, ce qu'Aristote veut dire, c'est que la nécessité... Alors, il y a un passage où il dit qu'il y a plusieurs sens du mot nécessaire. Il y a un de ces sens, c'est la contrainte. Dans ce sens, la contrainte, elle vient toujours pour lui de l'extérieur. On va y revenir parce que c'est quand même ce qui concerne ton exemple. Mais il y a un autre sens de nécessaire qui veut dire ce qui ne peut être autrement en vertu d'une essence. Et donc, il est nécessaire que de deux êtres humains naisse un autre être humain et pas un chien. Alors, donc ça, c'est une nécessité, disons, d'essence. Et c'est pas une contrainte. Mais bon, personne ne les a contraints à faire un enfant qui soit un humain, mais bon, c'est une nécessité. Mais pourquoi est-ce qu'il ne peut pas y avoir une contrainte intérieure? C'est parce que il y a toujours un assentiment de la raison, si du moins on parle d'une action délibérée. Maintenant, il y a une contrainte intérieure chez celui qui ne peut pas résister. Par exemple, l'acrasia, c'est une contrainte intérieure. C'est une contrainte, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui... l'acrasia, c'est une forme de disposition, de caractère qui fait que quand on a un désir, ce désir est tellement fort que rien d'intérieur ne peut le retenir. Et donc je pense que Kandinsky voulait dire quelque chose comme ça. Quand on a ce désir créateur, rien ne peut le retenir. C'est un impératif, ça emporte tout. Et donc, on peut le ressentir effectivement comme une nécessité dans la mesure où ça emporte tout le reste et il n'y a rien qui va le maîtriser, rien qui va l'empêcher de s'exprimer et de se réaliser. Peut-être que Aristote considérerait que certainement, Aristote considérerait que dans ce cas-là, le peintre ne prend pas la décision de peindre. Ainsi, s'il le fait sous l'influence de ce désir irrépressible, ce n'est pas une décision. Et donc, en quelque sorte, il est un acratès. Mais bon, dans ce cas-là, c'est positif, puisque ce qu'il réalise est beau, est bon. Donc, on ne doit pas s'en plaindre. Mais il n'a pas pris la décision de peindre. Et donc, c'est un très bon exemple, en fait, de dire que, oui, il peut y avoir une nécessité intérieure, qui n'est pas une contrainte, ça ne vient pas de l'extérieur, mais en même temps, c'est quand même une contrainte sur toutes les autres parties de l'individu, ou sur toutes les autres considérations qu'il pourrait avoir, ou motivations qu'il pourrait avoir, ça va l'emporter sur tout le reste. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Je voudrais juste faire une petite remarque sur la façon dont j'avais compris l'ouvrage de Kandinsky du spirituel dans l'art et sa nécessité intérieure. En fait, c'est un texte qui veut essayer de refonder l'art contemporain et de lui redonner, de voir sur quel principe on doit refonder cet art contemporain. Et donc, en fait, cette nécessité intérieure, c'est une exigence esthétique et morale, où on se détache, en fait, soit des influences, soit du goût, soit de la mode, soit des critiques, soit des critères de jugement. Et ce qui va faire la valeur de l'acte créateur, c'est cette exigence, c'est-à-dire cette nécessité. Et moi, je comprenais que la nécessité était une exigence quasiment éthique, où l'esthétique et l'éthique se rejoignent. Alors peut-être que c'est une façon de comprendre les choses. Voilà. Mais dans ce cas, c'est curieux de l'appeler nécessité si c'est ce que l'individu se donne à lui-même. Oui,
Ou alors on a les deux, c'est-à-dire que la nécessité dépend d'une décision préalable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu la décision de se mettre dans cette disposition-là, alors elle devient une nécessité. Alors plus rien d'autre ne pourra l'empêcher. Oui, et donc cette nécessité intérieure, c'est un acte d'affranchissement par rapport à des contraintes qui seraient d'autres contraintes que les propres contraintes qu'on s'est données. Oui, mais alors est-ce qu'on ne peut pas dire qu'en fait cette nécessité, c'est pas elle qui est l'acte libérateur, c'est que l'acte libérateur était là avant. Peut-être si on veut garder l'idée de nécessité, c'est parce qu'il y a eu un acte libérateur qui a éliminé toute autre préoccupation que du coup celle-là devient la seule, non ? Il me semble que... Ou alors on doit vraiment utiliser nécessité dans un sens presque homonymique, quoi, parce que c'est à contresens en fait. Si on dit que l'acte libérateur est nécessaire, c'est à contresens, quoi. Enfin, moi, à ce moment-là, on rajoute un autre sens au nécessaire, disons. Et comment considérer le démon de Socrate ? Ah oui, donc cette idée que quelque chose en lui, une certaine petite voix le retient au moment où il va faire une bêtise. Qu'est-ce que c'est que cette petite voix ? Bon, alors, lui, évidemment, le fait passer pour quelque chose de surnaturel, parce qu'il en a besoin au moment de faire son apologie, il a besoin de se mettre sous l'égide d'Apollon, et donc de dire Apollon m'envoie du surnaturel, je crois au Dieu, enfin bon. Donc, si on écarte toute cette volonté apologétique qui est vraiment d'utiliser ce démon vraiment comme une petite voix surnaturelle, et que on passe à l'expérience qu'on peut avoir chacun de nous, donc sans croire au surnaturel, cette expérience que parfois on est retenu par quelque chose, on ne sait pas trop par quoi, mais il y a quelque chose qui nous dit de ne pas le faire. Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose ? C'est l'expérience. Je veux dire, c'est que peut-être en partie à notre insu ou de manière à moitié oubliée, en fait, à certains moments, on a appris et on est arrivé à une certaine conclusion qu'il ne fallait pas faire ça. Et ça ressemble un petit peu à ce que Leibniz appelait les imperceptibles. Il y a des tas de choses en fait qui se gravent en nous sans qu'on ait la conscience de les percevoir. Et puis après, ça peut être décisif, ça peut emporter notre décision dans des cas où on ne se les rappelle même pas. En fait, on ne sait même pas que c'est ça qui a été décisif, mais il se fait qu'on a acquis certaines indications de manière subliminale, en dessous du seuil de perception. Et puis, en fait, on va être guidé par ça, alors même qu'on ne s'en rend pas compte. Je pense que c'est un peu la même chose. Cette petite voix, c'est quelque chose qu'on s'est dit à un certain moment, qu'on a un peu acquis, au fond, comme une prudence due à l'expérience, mais qu'on ne se formule pas explicitement. Et donc, ça nous retient sans qu'on sache d'où ça vient. On ne sait plus d'où ça vient, mais en fait, on l'a eu, on l'a acquis. Voilà, je pense que c'est ça. Et donc ça fait partie en fait de tout ce qui effectivement constitue un individu et par rapport auquel il a néanmoins une possibilité de réflexion et de décision. Parce que cette petite voix, je peux aussi décider de ne pas la suivre. Même si, que je me souvienne ou pas d'où elle vient, je peux décider de la suivre ou pas. Non ? On peut peut-être l'assimiler, est-ce qu'on n'a pas l'habitude de l'assimiler à l'intuition ? Voilà, on peut dire aussi que le mot intuition dans le langage courant est souvent quelque chose de ce type-là. Effectivement, il nous semble qu'il faut faire quelque chose, mais on ne peut pas dire exactement pourquoi. Ou il nous semble qu'on comprend quelque chose, ou qu'on voit quelque chose, mais on ne peut pas dire pourquoi. Et donc, en général, c'est parce qu'on a eu des expériences, mais qui, ou bien n'ont pas été conscientes vraiment au moment où on les a eues, ou bien qu'on a oublié, dont on ne se souvient plus précisément, mais il est resté quelque chose. Il nous est resté gravé quelque chose qui nous influence. Oui, c'est ça. Mais tout ça, effectivement, si on considère un individu complet, tout ça fait partie de lui, effectivement. Et encore une fois, il y a toujours ce rôle particulier d'une partie de nous qui... C'est difficile de dire quelle est cette partie de nous. C'est pas nécessairement le logos comme raisonnement, ce qui est capable de prendre cette distance. C'est pour ça que on aura tendance plus récemment
à parler justement d'une réflexivité de la conscience plutôt que de dire que c'est le raisonnement. C'est pas le raisonnement qui nous détache de ça. C'est la possibilité de nous dédoubler. Voilà. Il semble qu'à certaines phrases, l'action soit forcément liée à des valeurs. Il m'a semblé comprendre. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut forcément entendre tout le temps? Les valeurs de la morale, comme tu dis En fait, il y a dans un raisonnement donc, qui prépare une action, quand on délibère pour préparer une action, il y a toujours, mais même si on ne le pose pas explicitement, on a toujours comme une sorte d'horizon les valeurs morales qu'on a choisies pour soi, qui sont agissantes. Et même si on n'a pas besoin de les poser explicitement. Je veux dire, même si le raisonnement, la plupart du temps, porte plutôt sur les moyens dont on va faire quelque chose que sur les fins elles-mêmes. Donc on ne va pas tellement poser ces valeurs pour les mettre en question en se disant par exemple, si on se demande est-ce que je vais sortir chercher de l'eau ou pas, hein? Ça a l'air de vraiment être une décision qui n'a absolument pas besoin de faire intervenir des valeurs morales. Sauf si on se dit non, j'ai un travail urgent à terminer et je veux être sérieux, et je veux être fiable, donc je veux terminer mon travail urgent avant. À ce moment-là, on fait intervenir une valeur morale, donc quelque chose dont on veut être doté. On veut être doté de cette qualité qui est être fiable et être ponctuel. Voilà. Donc ça, c'est une des manières dont peut intervenir une valeur morale, même dans des circonstances assez banales. Mais on peut aussi ne pas la faire intervenir, effectivement. Et ça dépendra de la situation plutôt. C'est-à-dire, si on est en train de rien faire, s'il n'y a pas d'enjeu particulier dans la situation, on n'aura pas besoin de le faire. Mais s'il y a un enjeu de ce type-là, un choix, alors oui, on la fera intervenir. Mais on sortira quand même. Est-ce qu'on sortira quand même? Après avoir fait son devoir. Oui. Et alors évidemment, on peut ajouter que on n'aura pas nécessairement la récompense d'avoir été moral ou pas, parce qu'il se peut que ce soit au moment où on a terminé son travail et qu'on sort que la tuile tombe. Donc on ne sera pas nécessairement récompensé. Non, mais ça c'est important de le dire, parce qu'il ne faut pas avoir l'illusion qu'on maîtrise tout. C'est pas parce qu'on a effectivement une conduite prudente, réfléchie, morale et tout ce qu'on veut que pour autant on maîtrise les circonstances des choses qui vont nous arriver. Et donc il peut toujours nous arriver malheur, ça, voilà, on maîtrise pas. Et ça, c'est une conscience qu'ils ont très fort, hein, les Grecs. Enfin, je veux dire tous, les hommes en général, les philosophes et tous les philosophes, on maîtrise pas. Donc, ça c'est la conception tragique de l'existence. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire de la notion d'acte gratuit dans ce contexte-là? Un acte gratuit, ben ça dépend justement comment tu l'entends. Tu l'entends comme un acte désintéressé? Ben c'est un peu dans le style de la notion d'acte gratuit chez Gilles, par exemple, dans les cas du Vatican ou les trucs comme ça. Pas motivé, enfin apparemment en tout cas. Hein, enfin, je sais pas, c'est une conception précise. Ah, voilà, tu veux parler d'un acte qui ne soit pas en vue d'une fin, en fait. Ça. Oui. Qui ne soit pas en vue d'une fin. En fait, il y a beaucoup de manières de l'être, de ne pas être en vue d'une fin. C'est-à-dire, ça peut être ou bien un acte complètement spontané, donc qui réagit immédiatement à une impulsion, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Alors, d'autre part, le fait, il y a un piège. il y a un piège, en fait, il y a une impossibilité en fait à faire quelque chose de gratuit, parce que si c'est une décision
de faire un acte qui ne répond pas à une motivation ou qui n'est pas directement dans une intention précise. En fait, la simple décision de faire un acte comme ça est déjà un choix et est déjà une motivation. Et il y a ça dans un des dialogues de Jacques le Fataliste, où Jacques dit à son maître que si même il voulait montrer qu'il est libre en ne faisant pas ce qui est dans son intérêt, ou en suspendant son intérêt, ou en suspendant toute visée de son acte, en fait, le simple fait qu'il fasse ça pour montrer qu'il est libre, montre qu'il ne l'est pas. Montre qu'il ne l'est pas, puisque, en fait, il a été déterminé, mais ça c'est la théorie du fataliste, il a été déterminé à être quelqu'un qui veut être libre, et donc qui cherche à se le prouver. Et donc il va faire un acte qui cherche à se le prouver. Alors, mais c'est un peu la même chose. C'est le fait de décider de faire un acte gratuit fait que cet acte n'est pas gratuit. On peut pas y échapper en fait. Mais par contre, cette décision, on peut dire quand même qu'elle est volontaire au sens si on est d'accord avec le fait qu'on est un nouveau commencement et qu'on n'est pas et qu'il n'y a pas de nécessité à décider ça, on a quand même une décision libre. Mais c'est pas parce que l'acte est gratuit, c'est parce qu'on l'a décidé. La notion de devoir, chez Kant par exemple. Ah. C'est un acte absolument gratuit, il ne cherche pas de... Oui, mais c'est complètement différent, justement. Totalement différent. C'est l'idée que l'acte moral est choisi pour lui-même, parce qu'il est moral, et non pas en fonction, alors certainement pas d'un intérêt, puisqu'il va, bon, souvent, pas tout nécessairement, mais enfin, il peut aller contre l'intérêt, et ce n'est pas non plus pour la récompense, c'est-à-dire celui, mais ça aussi, ça par contre, ça se trouve avant aussi, hein. On trouve dans l'Antiquité, Aristote, Platon, je ne suis pas sûre que c'est chez les deux, mais en tout cas, chez l'un des deux, on trouve effectivement cette idée que si on agit, quelqu'un qui agit bien, mais pour avoir les récompenses que lui donne la société, n'agit pas vraiment bien. Donc un acte bon, c'est un acte qui est fait parce qu'il est bon, qui est choisi parce qu'il est bon. Mais donc, c'est pas un acte sans but. C'est pas un acte sans motivation et sans but. La motivation et le but de cet acte, de ce choix, c'est d'accomplir ce qui est moral, c'est d'accomplir ce qui est bien. C'est parce qu'on se veut un être moral qu'on le fait. Donc, de toute façon, c'est un acte qui est motivé, qui est en vue d'une fin, et qui est décidé. Alors, Kant dira que c'est décidé en toute liberté, mais il montre d'une autre manière que nous sommes libres. C'est pas pour les mêmes raisons. Qu'on verra plus tard. L'historien anglais auquel j'ai fait référence en permanence, qui s'appelle Lee Thompson, il a utilisé un mot qu'il aime beaucoup, qui est le terme agency, dans lequel il y a la racine agir, et qui est quasiment, très difficilement traduisible en français, parce qu'il veut dire à la fois la capacité d'agir, l'action et la responsabilité de ces actes. Et il l'utilise quand il veut expliquer les révoltes populaires pour lutter contre une vision très déterministe et négative de ces révoltes. Et à ce moment-là, il utilise ce terme. Et j'ai trouvé très proche de la signification qu'il avait donnée de la praxis. Oui, et à mon avis, c'est pas par hasard. Je pense que c'est qui veut vraiment traduire praxis. Ouais. C'est vraiment cette même idée qu'on donne un sens vraiment restreint à l'action. Et praxis peut signifier aussi bien la faculté d'agir de cette manière que telle action, tel cas particulier d'une action de ce type. Ouais. Oui, à mon avis, il voulait exprimer ça. Eh bien, merci pour le débat. Et donc, la semaine prochaine, on passe aux stoïciens et donc au nécessitarisme stoïcien. Merci.